y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Eclipse. Nous revenons aujourd'hui avec, comme vous avez pu lire dans le titre, un épisode sur la stop motion, un vidéoclub sur la stop motion. Nous allons présenter quelques films, 4 pour être exact, un par chroniqueur. Pour cette émission, je suis avec Elric. Comment ça va Elric? Ça va, merci. Je suis aussi avec Arthur. Comment ça va Arthur? Bonsoir, ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Et je suis accompagné de Liam de Bruel qui était avec nous en tant qu'invité l'année dernière pour les épisodes sur Furiosa et Alien Romulus et qui dorénavant fait partie de l'équipe. Comment ça va Liam? Super bien, surtout maintenant que je peux participer à un épisode dans mon agenda chargé de ministres qui n'arrive pas à trouver du temps, alors même que j'adore parler films et que je suis passé à côté de titres qui étaient hyper passionnants à aborder, comme Black Bag ou le dernier Mission Impossible. C'est le petit problème, les agendas de tout le monde ont parfois du mal à coïncider, donc on fait des épisodes sans des personnes qui auraient adoré participer, c'est comme ça. Donc, la stop motion, c'est une technique d'animation utilisée avec des objets réels dotés de volume. Alors que les objets sont immobiles en eux-mêmes, cette technique permet de créer l'illusion qu'ils sont dotés d'un mouvement naturel. Différents types d'objets sont utilisés à cette fin, des figurines articulées, des maquettes, du papier, de la pâte à modeler, etc. Il existe beaucoup de films très célèbres qui recourent à cette technique. Un des premiers dans les années 30 est King Kong, mais où il y a également énormément de films récents, comme par exemple ceux dont on va parler dans cette émission plus tard, ou des films comme L'île aux chiens de Wes Anderson par exemple, ou peut-être les plus connus que sont Wallace et Gromit, Chicken Run ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc pour cette émission, nous allons commencer par un court-métrage présenté par Elric. Alors, moi, j'ai choisi de parler du film La rue des crocodiles des frères Quay, qui est adapté d'un roman, d'une nouvelle de polonais Bruno Schulz, qui s'appelle La boutique de cannelle. Alors, les frères Quay, c'est deux cinéastes anglais spécialisés dans la stop motion et dans les courts-métrages essentiellement. Ils n'ont pas fait beaucoup de longs-métrages. Et ce qui m'intéresse avant tout avec le film et son usage de la stop motion, c'est la stop motion, c'est une technique qui a la particularité d'avoir souvent on sent la présence des mains derrière l'animation, c'est-à-dire que comme c'est de la pâte à modeler ou des figurines qu'on avance image par image, quand on regarde un film de stop motion, on sait que c'est un film. Et les frères Quay, ils utilisent cette technique afin de créer un sentiment d'inquiétante étrangeté. Et c'est le cas ici avec la rue des crocodiles, qui est un très court film qui dure 20 minutes, où il n'y a pas vraiment d'histoire à part on suit qu'il y a un personnage déambuler dans un endroit assez sordide. Et le film, c'est ça en fait, c'est mettre en scène l'inquiétante étrangeté via l'usage de la stop motion, via aussi une photographie très verdâtre, grisâtre. Et visuellement, c'est un film qui est assez fou. C'est notamment cité en inspiration des créateurs de la saga Silent Hill, hein, pour ceux qui connaissent ces jeux vidéo. Et c'est le genre d'ambiance qu'on retrouve très poisseux, très crade. Et si je parle de ce court-métrage-là que j'adore, c'est aussi pour parler en général du travail des frères Quay, qui ont fait énormément de films. Je vais pas citer, mais il y en a beaucoup, dont un qui s'appelle The Cabinet of Jan Schwankmeyer, puisque les frères Quay citent en principale inspiration un autre cinéaste qui est tchécoslovaque, je crois, qui est Jan Schwankmeyer,
aussi spécialisé dans la stop motion et qui est aussi connu pour ses courts-métrages très expérimentaux qui font aussi la part belle à ce sentiment d'inquiétante étrangeté. Comment dire, les frères Coen et George Miller, c'est le cinéaste qui utilise cette technique avant tout pour son côté étrange, son côté malsain qu'il peut y avoir, ce qui est quelque chose qu'on pourra retrouver dans des films plus traditionnels comme Coraline de Henry Selick, qui était aussi le cinéaste derrière L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus sur le film parce qu'il y a pas non plus énormément de choses à dire à part parce que c'est un film qui est très court. C'était plus l'occasion d'évoquer un autre pan de la stop motion et du cinéma d'animation, puisque comment dire, on a souvent tendance à réduire ça que le cinéma d'animation en général, à des films pour enfants. Et comme les autres films de la sélection, on est plutôt sur des choses grand public. Voilà, je voulais aborder quelque chose d'un peu plus niche et réservé peut-être à un public un peu plus âgé que les autres films dont on parlera. J'enchaîne tout de suite. Effectivement, c'est à la fois un film qui va être un peu plus de niche et donc voilà, je pense que les gens pas sûrs qui connaissent. Moi, honnêtement, avant que tu mentionnes le film, je connaissais pas du tout ni le film ni les frères Quay. Donc c'était une belle découverte et c'est à la fois un film. Alors bon, du coup on en parle en premier. Alors c'est un peu les gens vont se rendre compte plutôt avec le temps, mais c'est peut-être le film le plus étrange au niveau de l'ambiance du film. Tu l'as dit, c'est assez malsain, c'est assez trouble. On n'est pas forcément très à l'aise en regardant ce film-là, ce qui n'est pas du tout le cas des 3 films qui vont suivre. Et moi j'ai beaucoup aimé du coup ce petit jeu en fait sur les répétitions de choses parce que comme tu l'as dit, du coup le principe de la stop motion c'est de voir des choses, de voir les petites mains qui sont derrière, et encore on verra peut-être dans la suite des épisodes, c'est pas toujours le cas, notamment dans les plus récents, mais il y a vraiment quelque chose de malsain dans la manière dont plusieurs choses se répètent. Il y a un moment donné, ça dure pendant 2-3 minutes, il me semble, une espèce de truc qui coupe un fil avec des glaçons qui se forment, qui fondent, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence, et ça devient un petit peu gênant parce qu'il y a toujours cette ambiance un peu sonore derrière qui est un petit peu gênante. Il y a ce côté très poisseux dont tu as parlé. Il y a cette fin à un moment donné où l'espèce de ce qu'on peut appeler comme personnage principal se fait à moitié agresser par des poupées à tête de bébé. Enfin voilà, ça donne vraiment un côté très malsain. C'est un peu, pour donner une analogie vraiment très lointaine, ça me fait un peu penser au personnage de Sid dans Toy Story à la fin quand il manipule tous ses petits jouets pour en faire des espèces de monstres. On va dire que c'est ces monstres-là qui ont mal tourné. C'est vraiment très malsain. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est au niveau de la mise en scène, cette manière de voir la caméra qui se déplace dans cet environnement qui paraît pourtant vraiment exigu. Comme souvent dans la stop motion, on se rend compte en fait le film il est sur grand écran et machin, mais en fait quand ça a été fait, c'est vraiment des tout petits machins qui sont à peine plus grands qu'une main, et c'est assez impressionnant de donner un effet de grandeur avec ces trucs-là. Et donc dans ce qu'on devine être des petits décors, vraiment les frères Quay, ils arrivent à se balader à l'intérieur, à filmer les trucs sous différents angles, à proposer des angles de vue que on n'a pas, moi que j'ai pas forcément l'habitude de voir dans la stop motion. Enfin voilà, c'est assez frais, frais, je sais pas trop si c'est le terme. Donc c'est assez nouveau. Moi j'ai pas l'habitude de voir ce genre d'ambiance dans un film à stop motion. J'ai pas vu Coraline dont tu cites, donc peut-être que, mais effectivement je l'ai pas vu. Et je terminerai mon intervention, je pense pas que je reviendrai parler sur le film, sur cette fin un peu salée qui est écrite voilà en tant que telle. Et puis je veux dire, c'est un des personnages, je pense que c'est un des 2 frères qui doit citer la phrase, qui raconte qu'en fait le film est un grand discours sur la corruption et tout ça, mais bon, comme ils ont pas pu avoir les moyens, qu'ils ont pas pu on leur a pas permis de faire mieux que ça, ils ont fait ça avec des journaux moisis, et c'est le terme qui est utilisé dedans, et c'est assez drôle. Et voilà. Pour le coup, je risque de me répéter justement par rapport à ce que tu as dit, mais effectivement, ce côté très atmosphérique fonctionne bien. Il y a vraiment, on sent effectivement ce travail manuel dessus, on sent ce travail de mise en scène, ce geste final qu'est le texte le texte qui clôture le film. Effectivement, ça ajoute du sel, ça ajoute justement quelque chose une certaine palpabilité. Alors évidemment, parler de quelque chose de palpable et tangible pour de la stop motion, ça paraît un peu logique. Mais ici, ça permet justement de travailler dans ce côté atmosphérique, dans cet aspect errance finalement qui nous met mal à l'aise. Et je vois les ponts dressés avec Coraline, justement, film Studio Laika dont vient Kubo et l'Armure Magique. Et oui, effectivement, c'est une œuvre très particulière qui, à mon avis, risque de diviser les personnes qui découvrent. Moi, j'avoue également, c'était la première fois aussi bien des réals que cette œuvre en général. Et en même temps, je trouve que c'est ce qui rend cette découverte aussi nécessaire, la manière dont les outils ici servent à appuyer l'ambiance, l'atmosphère, à vraiment renforcer une idée et nous poser dans quelque chose qui est quand même assez viscéral, en 20 minutes à peine, mais qui arrive vraiment à nous agripper tout du long.
Voilà, je ne sais pas quoi rajouter de plus pour éviter d'être dans la redite, mais effectivement, c'est une œuvre intéressante dont je suis content. Je suis heureux d'avoir pu découvrir justement grâce à ce podcast. Personnellement, j'ai pas grand-chose à dire sur celui-ci et les frères Cage. Ça fait des années que j'en ai pas vu de nouveau, disons, et j'aime plutôt vraiment bien ce qu'ils font. Je trouve le rapport avec Zwank Major est bien plus et assez pertinent en tout cas. Surtout que de souvenir dans d'autres, c'est parmi les seuls avec Zwank Major quasiment à rajouter des corps humains dans leur stop motion. Enfin, il n'y a pas que des objets, il n'y a pas que des petits personnages, etc. Parfois, surtout ces Zwank Major, il y a des corps humains qui viennent rendre encore plus étranges et perturbants leur film. Ils ont fait des super documentaires en hommage à d'autres réalisateurs, etc. Enfin, ils ont fait pas mal de choses qui sont assez intéressants. Vous avez dit à peu près tout, hein, formellement, c'est quand même assez fou et c'est peut-être de tous ceux dont on va parler ce soir, c'est peut-être vraiment le plus original, celui que vous êtes le moins à même de voir en fait au cours de votre vie. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, un film d'eux comme Zwank Major du coup. Donc vraiment foncez si vous avez l'occasion de découvrir ces deux bonhommes. Je crois qu'ils sont deux. C'est vraiment intéressant. Ouais, je me permets, j'avais dit que je reprendrais pas la parole, mais tu parles de corps humain dans l'utilisation de ce film, et c'est vrai que l'introduction est avec un acteur, un véritable acteur. Je me permets de le souligner parce qu'il y a pas longtemps, il y a quelques années, j'ai oublié la date là comme ça, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Mad God de Phil Tippett, qui est un petit peu enfin du coup c'est aussi un film en stop motion qui est que je trouve assez intéressant dans cette volonté aussi de proposer quelque chose de crade et de proposer quelque chose d'un peu glauque. C'est l'histoire d'un personnage qui s'enfonce en fait dans la terre ou je ne sais pas quoi, puis qui rencontre des monstres absolument bref. Et il y a également une certaine utilisation des acteurs que je trouve dans ce film Mad God. Pour le coup, j'avais trouvé ça un peu raté. Et ce qui n'est pas du tout le cas dans La Rue des Crocodiles, ça se mêle vraiment bien en fait à l'univers et à l'ambiance globale. Dans Mad God, ça faisait un peu, je me rappelle, la première chose que je m'étais dit, c'est on dirait un truc de C'est pas sorcier quoi. Je veux dire, c'est mal filmé, c'est mal tourné. L'impression que ça se mêle pas du tout ça se mêlait pas du tout au reste, et ça m'avait trop sorti du film. Bon, qui après cette séquence revenait à son truc un peu classique, donc on va dire que ça se terminait bien pour moi. J'avais beaucoup aimé Mad God, à part cette séquence-là, mais ouais, effectivement, on voit pas beaucoup d'humains, généralement, enfin, je m'étais dit en regardant Mad God, je comprends pourquoi, parce que je trouve que ça se mêlait pas trop, et finalement, avec cette intro des frères Quay, enfin de La Rue des Crocodiles des frères Quay, effectivement, on peut rajouter des humains dans des films en stop motion, et ça rend plutôt bien, quoi. Dans le même style, du coup, comme on évoquait Jean Meyer, on peut aussi parler de son film le plus connu, qui est le long métrage Alice, adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, qui est entièrement en stop motion, à l'exception du personnage d'Alice, qui est joué par une vraie petite fille. Ce que j'aimerais rajouter aussi pour parler des coutures un peu les frères Quay, c'est que ils sortent un nouveau film cette année. Bon, malheureusement, comme on peut le voir avec La Rue des Crocodiles, niveau distribution, production, c'est toujours compliqué pour eux, donc on ne sait pas si on l'aura en France. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce nouveau film, c'est une adaptation de La Clepsydre, encore un livre polonais très connu. La Clepsydre, ça a déjà été adapté dans les années 70 par Wojciech Has. C'est un livre surréaliste très connu, et le film aussi est comment dire, une œuvre surréaliste absolument folle. Et en fait, parce que là, on est en podcast, donc c'est peut-être compliqué de s'imaginer visuellement, mais pour ceux qui s'y connaissent, dans le cinéma de frères Quay, il y a vraiment quelque chose qui a emprunté, selon moi, à tout l'imaginaire de l'étrange et de l'horreur polonais, donc Zulawski, Polanski, tout ça, quoi. Donc voilà, c'est pour faire une petite conclusion et parler qu'ils sont toujours en activité aujourd'hui. Et La Clepsydre qui est ressorti il y a à peine 2 mois au cinéma d'ailleurs, et en Blu-ray je crois, donc à l'occasion le voir en version restaurée, c'est assez formidable. Bah du coup tu peux enchaîner, Arthur, présenter. Fantastic Mr. Fox, alors je suis peut-être celui qui a pris le plus connu en tout cas, mais c'est pas très grave. C'est donc un film de Wes Anderson sorti en 2009. And so it begins. Welcome to the fantastic world of Mr. Fox. Woo! Should we dance? Woo! His life is fantastic. Pure wild animal craziness. His wife is fantastic. If what I think is happening, it better not be. His neighbors, not so fantastic. Grosso modo, monsieur, madame Renard mènent une vie paisible avec leur fils. Voilà, ils achètent une maison, puis il va y avoir pas mal de petites aventures. Donc on suit, donc c'est inspiré des livres de Roald Dahl, bien entendu, et on va suivre donc monsieur Fox et sa volonté de voler et de voler, comment dire, d'exproprier
ses voisins humains, tous plus méchants que les autres. Alors moi, j'ai eu du mal à choisir au départ. J'aurais bien aimé choisir un film bien plus ancien de Jiří Trnka, par exemple, pas mal de films tchécoslovaques et d'Europe de l'Est qui sont vraiment très 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 doués en stop motion et qui ont commencé très très tôt, dans les années 40 déjà, 50, ils en faisaient beaucoup. Mais mon coup de cœur va toujours à Fantastic Mr. Fox, qui reste pour moi le meilleur film de stop motion que j'ai pu voir personnellement. Et puis peut-être le meilleur Wes Anderson, qui est pas un réalisateur que j'idolâtre, mais quand il fait de la stop motion, je trouve ça assez fascinant. Je trouve la forme la plus parfaite pour correspondre au cinéma de Wes Anderson, qui me plaît moins quand il y a des acteurs et davantage quand il utilise ces petites poupées dont il en fait un peu ce qu'il veut. Je trouve ça drôle, je trouve ça frais, c'est vraiment hilarant du début à la fin, c'est vraiment comment dire, c'est magistralement construit et puis il y a ce côté vraiment qu'on aime dans la stop motion et dont Vera ou Jordan reparleront plus tard sur le côté presque saccadé des fois qu'on peut avoir de l'image. Je trouve ça rend super bien, les poils bougent tout le temps mais comme une impression d'avoir pas la même vitesse de défilement que les actions. Enfin tout est vraiment ce que j'adore le plus dans la stop motion et Wes Anderson le fait magistralement, aussi bien dans celui-là que dans L'île aux chiens, qui fera quelques années plus tard. Au moment, vraiment, tout fonctionne à merveille. Ça fonctionne même très bien à n'importe quel âge. Mon fils de 3 ans adore Monsieur Renard, comme il l'appelle. Il est mort de rire à chaque fois devant pas mal de scènes, comme quoi pour un cinéaste qui est souvent plus adulé par les adultes que par les adolescents ou les enfants, ça fonctionne à tout âge et ça a été une belle claque quand je l'ai vu à l'époque. C'est un film que je revois régulièrement. Et surtout, comme quoi on n'est pas forcément obligé de montrer des films d'animation gogol pour les enfants parce que ce sont des enfants. Je vous laisse la parole, Elric, Liam, est-ce que l'un de vous deux veut parler de Fantastic Mr. Fox? Moi, c'est aussi un film que j'aime beaucoup. Pareil, Wes Anderson, c'est un cinéaste que j'aime bien, mais que j'idolâtre pas non plus. Et Fantastic Mr. Fox, ça fait partie de mes préférés de lui. Moi, ce que j'aime bien dans le film, et je trouve que c'est ce qui le différencie du cinéma d'animation familial mainstream, c'est que le film a pas peur de son côté, d'avoir des petits côtés un peu glauques, un peu bizarres, qui est très Roald Dahl. Genre, je pense, moi, le truc qui m'a marqué, c'est du coup, on suit des renards et du coup, évidemment, ils chassent, c'est des carnivores et on les voit tuer les poules. C'est quelque chose qui, la première fois que je l'ai vu, parce que j'étais pas enfant quand je l'ai vu, ça m'avait surpris de voir ça dans un film entre guillemets pour enfants. C'est-à-dire qu'on voit les personnages tuer des animaux à l'écran et je trouve ce qui me plaît peut-être le plus dans le film, c'est que c'est le film assume son côté familial, mais pour enfants, petits, grands. Oui, donc c'est ce qui me plaît dans le film, c'est que le film, c'est pas un film pour bébé, quoi. Comme on peut le voir avec beaucoup de films d'animation, et même d'animation en stop motion, qui sont quand même souvent pour les plus petits. Là, non, le film reste intragénérationnel. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Effectivement, c'est un film qui n'hésite pas à être bizarre, à être cruel, à être cru, tout court, et en même temps être aussi poétique, drôle, léger, mais marqué également. Et c'est quelque chose que j'aime bien dans le cinéma de Wes Anderson, qui joue beaucoup sur une forme de... Dire qu'il joue sur une forme de maîtrise formelle, j'ai l'impression que c'est la chose la plus évidente. L'eau mouille et Wes Anderson aime contrôler son cadre. Mais là, c'est intéressant de voir à quel point il apporte une énergie dans cette stop motion, tout en restant dans son style de cinéma. Et alors, j'ai découvert en préparant cet épisode que le film devait être travaillé au départ avec Henry Selick, qui s'est retiré du projet, et avec lequel il a déjà collaboré pour quelques séquences dans La vie aquatique, où justement l'utilisation de la stop motion permettait de faire ressortir un peu la merveille et en même temps l'étrangeté de la mer, tout simplement, du milieu marin. Et je trouve qu'ici, ça apporte justement quelque chose qui n'hésite pas à varier, à jouer totalement de la technique, à assumer son aspect formel et en même temps l'emmener un peu partout à la fois. J'ai l'impression que ma phrase se perd et est moins maîtrisée que la caméra de Wes Anderson, mais justement, c'est dans cet aspect vivant, très critique en même temps, et en même temps qui arrive justement à toucher tous les publics, fait que c'est pour moi un excellent film, et plus j'y pense, plus je me demande si c'est pas mon préféré de Wes Anderson, justement par cet aspect, par cette manière de capter son monde et en même temps de rester dans quelque chose qui arrive à être aussi formellement maîtrisé tout en respirant thématiquement. Oui, je peux comprendre tout à fait. Alors moi, pour être tout à fait franc, j'adore Wes Anderson et je pense que j'aime encore plus Wes Anderson. Alors c'est un peu impopulaire,
depuis Fantastic Mr. Fox. C'est-à-dire, alors j'aime beaucoup La vie aquatique dans ce qu'il a fait avant, mais j'ai eu beaucoup de mal avec des films qu'il a fait avant, comme Tenenbaum, des films qui m'ont un peu ennuyé, pour être tout à fait franc, alors que je suis assez fasciné de ces derniers films. J'ai beaucoup aimé Asteroid City, que certains n'aiment pas. Et non, par contre, pour moi, Fantastic Mr. Fox n'est pas celui que je trouve... Enfin, pour moi, c'est pas le meilleur, dans le sens où déjà, je préfère L'île aux chiens, peut-être parce que je le trouve un peu plus triste, un peu plus macabre, et donc ça me parle un peu plus. Tu parlais... Arthur et toi aussi, Elric, vous parliez tous les deux du côté un peu glauque, un petit peu macabre de Mr. Fox, avec le fait que c'est assez cru, qu'on n'hésite pas à montrer la mort. Et moi, il y a même une scène qui m'a encore plus marqué que ça, c'est à un moment donné, on peut spoiler un petit peu, Fox se bat contre un rat, et en fait, il se bat plusieurs fois, et lors du dernier combat, le rat meurt. Et moi aussi, ça m'avait vachement étonné dans un truc qui ressemble quand même vachement à une fable, un truc un peu comme ça. Je me dis, tiens, putain, en gros, pas le méchant du film, mais on va dire l'antagoniste secondaire du film, bah il meurt à la fin. Et en plus, sa mort, elle est super belle parce que, enfin, c'est vraiment une belle séquence. Et c'est quelque chose, c'est là que j'aime beaucoup Fantastic Mr. Fox, c'est autant parfois je suis un petit peu ennuyé par certains trucs. Moi, je veux dire, le côté un peu survival de la fin du film me parle quand même un petit peu moins, même si c'est vraiment bourré d'inventivité, hein, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ça me parle quand même un petit peu moins. Régulièrement, des petites séquences comme ça, et c'est le cas dans la filmographie de Wes Anderson, hein, des moments comme ça qui viennent, je pense donc à la mort du rat, que je trouve assez poétique. Je pense aussi à l'introspection de Mr. Fox avec sa femme sous la pluie. C'est une très très belle scène, ou le moment où il rencontre le loup aussi, qui est montré comme étant c'est une menace en fait, tout le film, on a peur du loup, etc. Et quand ils se voient, il y a une scène qui est quand même très très belle elle aussi. Et voilà, c'est un film qui pour moi marche beaucoup là-dessus. C'est drôle parce que j'avais mis dans mes notes que c'est peut-être le film le plus riche d'un point de vue du cadre, avec une animation hyper fluide. Il s'avère que y a un film qui va arriver plus tard qui, on va dire, est beaucoup plus fluide que ça, à tel point qu'on dirait presque plus de la stop motion. Mais voilà, ça reste un film très très fluide. Et moi j'aime beaucoup, donc tu l'as dit Arthur, ce côté très factice en fait de la stop motion. Ça donne, je trouve que ça sert en fait ce côté fable, ce côté un peu conte. Forcément, en plus, c'est tiré, tu l'as dit, d'une histoire de Roald Dahl, donc c'est pas trop étonnant. Et c'est vraiment super. Je préfère, comme dit, le début où il se met à cambrioler parce que c'est bourré d'inventivité et c'est très très drôle. Peut-être un petit peu moins la fin. Mais c'est comme vous l'avez dit, c'est un très bon film. Peut-être pour rentrer chez Wes Anderson, c'est sympa. Et je terminerai aussi en disant que ce qui me plaît dans Mr. Fox et ce qui déplaît à Arthur dans la suite de la filmographie de Wes Anderson, c'est que précisément j'ai la sensation, et de plus en plus, et c'est encore plus flagrant je trouve dans le dernier, The Phoenician Scheme là, où en fait c'est un petit peu comme si son cinéma s'était fait contaminer par l'animation. C'est-à-dire que ces films en live, enfin voilà, avec des acteurs, ces films de fiction avec des acteurs ressemblent de plus en plus à des films d'animation où on a l'impression qu'il n'y a plus rien de réel en fait dans ces films-là. Il n'y a plus aucun décor de réel. Son dernier, à mon sens, on est vraiment entre le film d'animation et la BD, et c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant de voir comment se transforme le cinéma de Wes Anderson au fil des films, malgré le fait que beaucoup considèrent que Wes Anderson se répète et fait toujours la même chose. Je suis pas d'accord là-dessus, et notamment parce que je trouve que Mr. Fox et avec Grand Budapest Hotel, il me semble que c'est le film qui fait juste après, ont vraiment provoqué un virage en fait, dans la carrière et dans la manière dont filme Wes Anderson dans la suite et actuelle carrière. Je suis un peu d'accord avec toi quand même sur le fait qu'en effet ça influence son cinéma, mais je trouve que quand même dans l'animation, il est moins gêné, moins figé par sa mise en scène qu'il a pu développer davantage dans ses derniers films. Je trouve ça quand même plus léger, même d'un point de vue mise en scène, beaucoup moins trop surcadré, beaucoup moins... je suis pas fan de ces films, donc je vais dire surfait dans ces deux films d'animation que dans ces films depuis Moonrise Kingdom. Mais c'est juste mon avis après là-dessus. Oui, et puis d'autant que en fait, c'est comme je disais tout à l'heure aussi pour La rue des crocodiles, on pourrait expliquer le fait que on filme essentiellement des cadres qui bougent peu, et vous savez, avec sa manière de bouger la caméra très vite pour passer d'un endroit à un autre, d'un plan à un autre. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les films de Wes. On va dire que c'est plus explicable d'avoir des décors uniques et des cadres qui bougent et des personnages qui sont un peu plus immobiles dans un film en stop motion que dans un film en live. Mais c'est aussi pour ça que je trouve ces films live assez fascinants, et qui en plus reprennent aussi, je pense notamment à Asteroid City et la scène de l'alien. Et on retrouve ce côté, la poésie qui d'un coup comme ça, qui apparaît dans le cadre, on s'y attend pas du tout, on est assez saisi par ce moment-là, et puis après on passe complètement à autre chose, l'ambiance change du tout au tout.
Et voilà. Ok, bah je pense que du coup on a fait le tour de tout ce qu'on a à dire sur Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Vous l'avez compris, on vous le conseille assez chaudement. Et puis maintenant on va passer au film choisi par Liam. Alors, Kubo et l'armure magique, c'est peut-être le choix le plus mainstream des 4, j'ai l'impression, et aussi le plus prévisible pour les personnes qui me connaissent parce que j'en parle en permanence. Mais justement, je trouve que c'est un film parfait pour la thématique. Alors, My name is Kubo. I look after my mother mostly. What was father like? He was just like you, strong and so handsome. Ugh, mother. I use magic to tell stories. If you must blink, do it now. About epic battles, warriors and monsters. But I had no idea my stories were actually true. l'histoire, rapidement, c'est celle de Kubo, un jeune garçon borgne qui raconte des histoires à l'aide de son instrument, qui donne vie à des morceaux de papier et qui va se retrouver à devoir tout simplement partir vers une quête, celle des 3 morceaux de l'armure magique que cherchait son père avant de se faire attaquer par un démon. Alors, déjà, pour préciser, Kubo et l'armure magique, c'est un film des studios Laika qui est responsable de plusieurs titres en stop motion, notamment Coraline, dont on mentionnait tantôt, Paranormal et Box Troll. Et Kubo et l'armure magique, c'est intéressant parce que c'est le premier long métrage de Travis Knight qui a créé les studios Laika et qui, justement, a amené énormément de choses personnelles dans ce film. Étant donné qu'il a été très inspiré par la culture asiatique, qu'il a grandi à l'époque sur place, et surtout qu'il voulait essayer de raconter une histoire qui pouvait bien amener un peu son style de mise en scène et en même temps parler des studios Laika en général. Le fait que Kubo soit un conteur, le fait qu'il anime des morceaux de papier, ça amène déjà un parallèle certain qui passe même par la première réplique qui appelle les spectateurs à garder les yeux grands ouverts devant une technique qui, encore une fois, nécessite une certaine patience absolue étant donné le travail de la stop motion. Alors, il y a eu quelques remarques sur les studios Laika, notamment pour l'utilisation d'imprimantes 3D pour fluidifier certains mouvements ou même d'usage de quelques effets numériques pour rajouter au décor. Je pense à la vague géante du début qui rappelle évidemment la vague de Gusai. Mais en même temps, c'est toujours pour mettre en valeur la technique même de la stop motion et aussi pour des contraintes comme le fait tout simplement qu'il n'y ait pas assez de matériel disponible pour refaire cette vague en stop motion. Alors, ce que j'aime beaucoup dans Kubo, c'est que c'est une ode à la narration, une ode justement à comment se rapprocher des gens par le biais des histoires, par le biais de notre héritage des autres, et finalement comment on se développe en tant qu'individu par différentes aventures, par différents personnages finalement, et que tout ça nous construit en tant qu'individu, mais également en tant que société, le tout dans un film d'aventure qui n'hésite pas à aller justement, peut-être pas dans une certaine forme crue comme Fantastic Mr. Fox, mais qui cite le film de fantôme japonais lors de l'arrivée de certains personnages aux abords d'un lac, qui n'hésite pas à être assez frontal dans leur rapport à la mort, dans une certaine violence, ainsi que dans une certaine perte de place. Le tout avec une légèreté qui peut paraître un peu trop, et qui a souvent été critiqué également, mais qui pour moi assoit en même temps le côté aventure familiale sans dénaturer le public enfantin. Le film assume une envie de non-violence et de partir vers quelque chose qui s'oriente plus vers le pardon, et qui en même temps est techniquement superbe. On a quand même la plus petite figurine animatronique de l'histoire du cinéma, avec ce guerrier en origami, mais également la plus grande, avec ce squelette géant qui cite notamment Ray Harryhausen, nom qui évidemment est important dans le traitement de la stop motion en tant que technique. Et tout cela fait pour moi Kubo et l'armure magique un film qui est émouvant émotionnellement, mais qui surtout techniquement est quand même splendide. Alors, certes, c'est peut-être le titre le plus facile ici, mais je pense justement que c'est une excellente porte d'entrée pour tous les publics vers l'univers de la stop motion, sachant qu'en plus, le film, comme les studios tout simplement, célèbre la technique, notamment dans le générique, où on montre quand même la manière dont a été conçu le squelette géant et quand il se déplace. Et c'est pour cela que j'avais envie de reparler encore une fois de ce film, sur lequel je pourrais parler pendant des heures, donc je vais essayer de m'arrêter maintenant, justement pour vous laisser un peu plus la parole.
afin de ne pas répéter mon amour à ce sujet. Je suis d'accord avec Liam sur le côté technique. D'ailleurs, c'est un film que j'ai connu il y a très longtemps, enfin, ça une dizaine d'années, surtout par en fait des mini-vidéos sur Instagram ou sur Twitter de gens qui montraient, et ce qu'on voit d'ailleurs dans le générique du film, comment ils ont fait certaines scènes. Et je pense que le making-of du film a davantage peut-être même tourné à l'époque que le film lui-même, parce que c'est vrai que formellement, il est assez incroyable, au point qu'il y a une fluidité qui pourrait me déplaire. On en avait parlé un peu la dernière fois avec Jordan sur le côté, et ce que je disais sur Mr. Fox, que j'aime bien quand c'est un petit peu saccadé la stop motion. Là, c'est pas du tout le cas, ça rend d'une fluidité exemplaire, ce qui peut poser la question de savoir pourquoi la stop motion n'est pas de l'animation, mais enfin, on pourra en débattre après. Si on enlève le côté technique, c'est purement sur l'histoire, etc. Ça m'a pas touché ni emballé plus que ça. C'est beaucoup plus mainstream, donc beaucoup plus classique, que ce soit dans l'utilisation de l'émotion, de la musique, etc. Mais ouais, je pense que c'est des cas qu'on cite aujourd'hui, et même de tous les films de stop motion que j'ai pu voir, le plus impressionnant d'un point de vue technique. On se demande même des fois, parfois, comment c'est possible d'arriver à un tel niveau de fluidité avec autant de personnages, de décors, genre la scène du marché au début, quand les premières, les espèces de sœurs, là, elles arrivent pour attaquer Kubo, etc. Enfin, c'est juste impressionnant la manière dont ils ont d'animer tous ces personnages. Surtout quand on sait le temps qu'il faut et la technique qu'il faut pour faire ça, il n'y a pas un personnage qui saccade, il n'y a pas un personnage qui paraît figé, enfin tout est tout le temps en action, alors que même dans les autres qu'on a cités, comme même moi par exemple Mr. Fox, il y a des moments où on voit qu'il y a une simplicité de forme, il y a des personnages qui bougent pas trop, il y a des personnages qui sont en arrière-plan, qu'on fait juste discuter l'un en face de l'autre, mais qu'on n'anime pas. Là vraiment tout est toujours animé, les décors, le vent passe, et il y a toujours quelque chose qui bouge, c'est vraiment assez incroyable. Par contre, oui, je reviens là-dessus, sur tout ce qui est le reste, histoire, ça m'a pas touché une seule seconde et ça m'a pas emporté. C'est un joli film, hein, c'est une jolie histoire, c'est un joli rite initiatique. Par contre, quand tu prends du recul, je trouve, sur l'intrigue, à part 2-3 trucs qui m'ont un peu surpris, notamment la fin, et encore, la fin, disons qu'elle m'a surpris dans le sens où elle prend à contre-pied un twist, voire 2 twists d'ailleurs, mais qui sont plus ou moins liés, que je trouve personnellement, désolé Liam, assez ridicule, voire un peu grossier. Voilà, la fin m'a un petit peu surpris de ce point de vue-là, parce qu'elle signe un peu un retour en arrière de ces 2 twists-là, plus un troisième, enfin voilà, je spoil rien, donc c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais pour ceux qui ont vu le film, vous saurez à la fin, enfin voilà, je trouve que le choix des personnages qui vivent et qui survivent et qui meurent est un petit peu étrange, et enfin pour le coup m'a assez surpris. Pour le reste, il y a vraiment rien de surprenant, et c'est un petit peu dommage parce que voilà, on se retrouve avec le gamin qui fait son rite initiatique, cette espèce de guide un peu mentor qui va être là pour le protéger, on va voir le sidekick un peu rigolo avec le scarabée. Alors le scarabée, enfin moi, il m'a fait penser à Buzz l'éclair, quoi, voilà le type, enfin Buzz l'éclair, on va dire à partir de Toy Story 2 ou 3, c'est ce personnage un petit peu gogol qui raconte des blagues un petit peu à la rue, mais qui en même temps il est quand même un peu balèze, tu vois, parce qu'il peut pas non plus se permettre d'être totalement un boulet pour les autres. Bon, voilà. Au niveau de la narration, ça m'a pas transporté, ça m'a pas ému plus que ça. Par contre, il est vrai, je répète ce que vous avez dit tous les deux, c'est assez impressionnant, c'est très très fluide. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que on va dire que il cherche pas la facilité, quoi. Il pourrait à un moment donné n'avoir que 2 personnages, je pense au singe et à Kubo, mais non, il crée un 3e personnage avec ce personnage du petit samouraï en papier qui du coup bouge de manière autonome sur l'épaule de Kubo. Tu te dis, c'était pas nécessaire de rajouter ce personnage-là dans le plan, mais du coup ça l'enrichit, et tu te dis bon, il y a quand même un minimum de prise de tête dans les choix en fait qui sont faits au niveau de la mise en scène. Au niveau voilà, de la technique, au niveau des personnages. Comme tu l'as dit, Arthur aussi, tu as cité la scène du marché avec les sœurs qui apparaissent, les 2 sœurs là, qui est assez terrifiante, hein, d'ailleurs, pour le coup. Enfin, je trouve que l'ambiance qui tourne autour de ces 2 personnages-là est toujours très bonne. Il y a un moment donné, il y a quelques combats quand même qui ont lieu, qui sont assez bien mis en scène. Je trouve qu'il y a une gestion de l'espace qui est assez incroyable au niveau des combats. On a l'impression voilà, que c'est un film en live, quoi. C'est assez impressionnant. Mais voilà, malheureusement, passer ce côté technique en se disant, putain, quand même. Mais je me dis, le mec qui regarde ça et qui sait pas que c'est de la stop motion, il va se dire, c'est un film d'animation classique, quoi. Je veux dire, à aucun moment, il va avoir l'impression de regarder un truc en stop motion, à part que, effectivement, et c'est le grand avantage de la stop motion, bah, c'est quand même de la matière réelle. On sent quand même qu'il y a de la matière réelle, qu'il y a quelque chose on se prend la tête sur quelle matière va faire quel élément, comme le feu, comme l'eau, comme ces choses-là. Bon, pas tout à fait, parce que des fois, on utilise des effets spéciaux pour quelques trucs, mais faut pas le dire trop fort. Mais voilà, c'est très impressionnant, et donc du coup, tu as un petit peu effleuré le truc. Moi, la question que je pose, c'est tellement fluide que pourquoi ne pas faire de l'animation classique, finalement ? Ouais, ok, tu vas pouvoir te vanter dans un making-of ou auprès des gens
Le film va sortir, vous avez vu, on s'est pris la tête à faire comme ça et c'est vachement bien et c'est vraiment super et c'est super fluide. Vous avez vu comment on est très fort. Oui, c'est vrai, vous êtes très fort. Mais du coup, quand tu vois le film et que tu sais pas tout ça et que tu regardes pas les making-of et limite que tu sais pas que c'est du stop motion, tu n'as plus cette particularité, à mon sens, qui est, comme tu l'as dit, ce côté un peu saccadé, ce côté un peu, voilà. C'est un film, tu te dis, Travis Knight, il aurait fait ça en animation 2D, animation 3D classique. À mon sens, ça n'aurait rien changé au film. Mais du coup, ça l'aurait peut-être appauvri dans le sens où on n'aurait pas pu parler de la technique, on n'aurait pas pu dire à quel point c'est quand même incroyablement fait, puisque au final, il serait resté que quelques éléments de mise en scène sympathiques, quelques séquences sympathiques, une narration, enfin une intrigue à mon sens pas très passionnante. Et voilà, pour moi, ça aurait été un film pour enfants, somme toute vraiment sympa. Par contre, je dis que c'est assez anecdotique avant d'enchaîner sur autre chose si vous voulez reparler un truc. Il y a quand même, je tiens à souligner qu'il y a de très très belles scènes et de très belles scènes qui permettent de changer ne serait-ce que d'échelle au niveau des personnages. À un moment donné, voilà, Kubo il a une espèce de pouvoir qu'il arrive à animer des petites figurines en papier. Donc d'un coup, le cadre se rétrécit, se focalise sur ces deux personnages-là. Il y a une échelle de valeur qui change et il y a des choses qui sont très jolies avec l'utilisation des origamis, du papier, l'utilisation de certaines figurines. Il y a plusieurs séquences qui visuellement, en dehors du fait que oui, c'est impressionnant, c'est juste très joli. Alors, je comprends effectivement les remarques par rapport à l'histoire, mais d'un autre côté, cet aspect du fait que ça aurait pu être n'importe quelle technique à la place, je trouve que c'est quand même un peu... Comment expliquer ça? C'est dur de me retrouver dans la défense d'un film, je me retrouve bolossé en tant que membre pour mon premier épisode, c'est top. Mais plus sérieusement, justement, l'aspect technique, le fait que ce soit en stop motion, c'est pas juste de la performance pour de la performance à mes yeux, c'est surtout que d'après Travis Knight et les créateurs, justement, dans des studios Laika, l'envie est justement d'amener cette tangibilité qui est évidemment une récurrence et qui va notamment revenir avec le film qui suivra ensuite, étant donné les propos du réalisateur à ce sujet, mais d'une tangibilité qui amène et qui accroît justement l'aspect émotionnel. C'est pas juste de la stop motion qui aurait pu être de la 3D, c'est de la stop motion qui se voit enrichie techniquement, mais toujours au service de l'histoire qui peut paraître simple, effectivement, mais qui, pour moi, justement, parvient à bien prendre à contre-pied son aspect d'aventure et qui aurait pu juste se limiter à des performances techniques et cherche ici à aller vers un récit initiatique, encore une fois, un poil classique, mais en même temps qui résonne dans ses interrogations. On a un personnage qui essaie d'être un conteur, mais qui essaie de trouver sa place, qui ne connaît pas justement cette place, étant donné qu'il a un père disparu et une mère qui est dans un état compliqué et qui redécouvre justement par ce trajet initiatique sa vie et son existence. La quête même de l'armure est moins une quête linéaire qu'une certaine métaphore et justement c'est en déviant vers la fin et en acceptant plutôt son statut de conteur et non d'un certain combattant qui doit agir par violence que le film explose à mes yeux émotionnellement. Alors, effectivement, je suis peut-être très touché par le film et je comprends tout à fait effectivement que la narration ne touche pas de la même manière, mais en même temps, c'est bien à mes yeux d'avoir un film qui soit aussi impressionnant techniquement, mais qui essaie vraiment de se concentrer sur les personnages et qui arrive quand même à bien les caractériser. Certes, on a effectivement un personnage qui est très sidekick comique avec le personnage du Scarabée, mais en même temps, il y a quand même un fond tragique et dramatique qui est derrière. Alors, encore une fois, tragique, dramatique, j'emploie des grands mots, je sais qu'il y a mieux niveau écriture, etc. Mais en même temps, il y a une vraie épaisseur pour chaque personnage qui évite justement de simplement les reléguer à un rang de sidekick. Et ils ont chacun une séquence qui permet de mieux les dévoiler émotionnellement et qui, pour moi, justement, amène ce cœur sentimental qui bat dans Kubo l'armure magique et qui justifie aussi bien la technique que le choix de ces narrations. Alors, effectivement, ce côté très linéaire peut se casser la gueule, mais je trouve aussi que c'est un parti pris qui essaie tout simplement d'accorder une certaine confiance au spectateur. Je n'ai pas envie de dire prendre la main, parce que c'est un peu facile et que beaucoup de blockbusters confondent prendre la main à tout verbaliser, à laisser, à surexpliquer ses enjeux pour être sûr que tout le monde comprenne, même si tu regardes le film avec ton téléphone sur le côté, parce que tu veux simplement mettre un truc en fond et mettre après 4 étoiles et demie sur Letterboxd en disant c'est des cool, c'est trop bien. Je trouve justement qu'ici, c'est un film qui, par sa simplicité apparente, se densifie thématiquement et parvient à être familial sans
sans être aliénant pour les parents. Là où tu as souligné un truc au niveau des gens qui peuvent regarder leur téléphone, machin, il faut quand même souligner que le film est tellement riche visuellement, tellement foisonnant visuellement quand même, et puis beau, il faut le dire, c'est quand même un très beau film. Il n'y a aucun des films, à mon sens, ce soir, qui est laid, tous les films sont plutôt beaux. Mais c'est pour dire que voilà, ça reste un film qui est assez riche visuellement, qui est assez foisonnant, et qui, pour le coup, même si j'ai trouvé ça au niveau de l'intrigue un petit peu classique, j'ai pas boudé mon plaisir dans le sens où ça reste vraiment, vraiment sympa à regarder quand même. Après, c'est sûr que je suis pas aussi emballé que toi. Je comprends. Et je ne mets pas encore ma lettre de démission du podcast après un épisode. Non, mais pour ça, il faudrait encore que tu trouves un créneau, ce qui n'est pas, pas évident. Là, Okay. c'est pas un coup bon, c'est un coup bas. Joli. Bon, Arthur, t'as rien à rajouter sur Kubo ? Non, moi sur Kubo, non, rien. En effet, c'est formellement assez impressionnant. Je suis d'accord sur le côté familial. Je l'ai pas montré tout de suite à mon fils. Ouais, je vais parler de ma vie moi aussi, dans le sens où j'ai peur que les sorcières lui fassent peur plus que Mr. Fox, où finalement la mort c'est quelque chose qui paraît assez banal pour un enfant de 3 ans. Enfin, il se rend pas vraiment compte dans Mr. Fox, la mort du rat, ça lui passe un peu au-dessus de la tête. Là, vraiment, dans l'imagerie, ça peut être un peu. Ça peut faire un peu peur aux enfants de moins de 5-6 ans, je pense. Mais je suis d'accord sur le fait que la naïveté peut finir quand on est touché par être touchante finalement. Ça reste une belle histoire de dépassement de soi. Et même si je n'ai pas été emballé plus que ça, c'est clairement un film à voir et c'est pas quelque chose comme on a déjà pu critiquer dans ce podcast où on a vraiment profondément détesté. Hein. C'est mignon, c'est une belle histoire, mais c'est surtout formellement assez incroyable. Je voulais juste rajouter que, effectivement, malgré tout ce que j'ai pu dire, il y a quand même des choses qui sont assez originales dans le film, qui m'ont quand même assez touché. Ça se situe plutôt... Alors, il y a la toute fin, évidemment, qui m'a un petit peu touché pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez pourquoi. Et il y a le début, en fait, avec cette histoire de cet enfant qui s'occupe de sa mère, qui est malade, on ne sait pas trop ce qu'elle a, elle est dans un état semi-catatonique. C'est quand même assez triste à regarder, cette histoire de cet enfant qui, en fait, du coup, vit tout seul. Il essaye de s'occuper, bon gré, mal gré, de sa mère qui n'est vraiment pas bien. Tous les deux, ils vivent dans une grotte vraiment reclus du monde. Et on sent, il y a ce côté touchant où on sent que Kubo reprend un peu vie quand il va au village et puis qu'il est avec des gens et puis qu'il fait son petit manège avec ses petites figurines, ses petits origamis. C'est vraiment des séquences très très belles. Je trouve que pour le coup, ce début de film est assez touchant là-dessus. Et c'est pour ça aussi peut-être que je suis un petit peu déçu de ce qui va suivre, que je trouve un peu plus convenu. Mais malgré tout, ce début est vraiment sympa, quoi. Bon, et du coup, puisque c'est moi qui ai la parole, on va amorcer doucement la transition et on va parler de Ma vie de courgette de Claude Barras. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. Je vais rentrer chez moi avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Hé, lâche ça. Trop balèze, Courgette. On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer. Alors en gros, Ma vie de courgette, de quoi ça parle ? Ça parle d'un enfant, on va l'appeler Courgette, et qui, suite à la mort de sa mère, va finir dans un orphelinat avec d'autres enfants. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça l'histoire du film. C'est pas forcément un film hyper joyeux dit comme ça. Effectivement, c'est pas forcément un film toujours hyper joyeux. Pour être tout à fait franc, c'est un film qui m'a beaucoup ému la première fois que je l'ai vu, et d'ailleurs même la deuxième fois que je l'ai revu pour le podcast. C'est un film qui m'émeut à chaque fois, parce que c'est un film qui à la fois parle de cette histoire de ces enfants abandonnés, finalement que personne ne veut, que même personne ne veut voir, à part tous ceux qui sont tous ceux qui sont à l'orphelinat. Je sais pas trop comment ils s'appellent, moi, les animateurs, la directrice, ok, ils sont intéressés par ces enfants. Il y a même le personnage d'un policier dans Ma vie de courgette qui est assez touchant parce qu'on sent qu'il est d'une certaine manière attaché à ses enfants et notamment à Courgette. Mais c'est un film qui à la fois discute de choses qui sont assez tristes, assez graves, touchants et qui reste avec une certaine légèreté. Il y a beaucoup de très belles séquences. Moi, je pense à cette séquence quand ils vont à la montagne, au ski, et qu'il y a une espèce de petite musique, enfin une petite boom, il y a une musique et les enfants ils dansent et tu sens qu'à ce moment-là, tous ces enfants-là, ils oublient tous les problèmes qu'ils ont dans la vie parce que malheureusement, ce n'est pas juste des enfants qui sont seuls, qui ont été abandonnés. Parfois, même certains n'ont pas été abandonnés. Il y a par exemple un des enfants qui est là parce que c'est sa mère ou son père qui est en prison. Il y a une des enfants qui est abandonnée, enfin qui est là parce que sa mère a été expulsée. Ça parle de petites choses comme ça aussi où on montre
là, c'est vraiment des choses qui sont dans une seule réplique. Bon, ça pose quand même quelques questions sur les conséquences que peuvent avoir certains actes. Des êtres qui sont aussi innocents que des enfants. Et voilà, c'est un film qui est très triste, d'autant que l'histoire de cette gamine est d'autant plus triste que, en fait, à chaque fois qu'un personnage apparaît à l'orphelinat, elle court à la porte d'entrée et elle crie « Maman !» Et en fait, elle se rend compte que c'est sa mère. Donc évidemment, il y a toujours en plus ce côté un peu répétitif et toujours, c'est toujours de plus en plus triste de voir que cette pauvre enfant est toujours dans l'attente de sa mère. Enfin voilà, moi, c'est un film dont je trouve que la stop motion est utile dans le sens où elle permet peut-être d'adoucir un petit peu le message, le truc très triste, et permet de parler de choses très très graves avec un ton qui paraît un peu naïf, avec ces petits personnages en pâte à modeler, parce que pour le coup je pense que c'est de la pâte à modeler qui a été utilisée pour tous ces personnages. Et voilà, c'est un film qui est assez bouleversant. C'est assez court, hein. De mémoire ça doit durer 1h, 1h05, 1h06, donc c'est vraiment assez court. C'est bouleversant, je vous conseille vraiment de le voir, sachant que le film avait fait son petit effet à sa sortie, hein. Il est sorti en 2016. À l'époque, beaucoup de gens en ont parlé. C'est un film qui avait gagné quelques prix. Je pourrais pas vous dire lesquels là comme ça, mais il avait gagné quelques prix et il avait fait un petit peu parler de lui parce que voilà, je trouve que c'est un très beau film. Donc moi, c'est un film que j'ai découvert très récemment. Et au début, j'avais un peu peur parce que de Claude Barras, j'avais vu qu'un seul court-métrage qui est Le génie de la boîte de raviolis. Et on est vraiment sur du film à destination des gougou gagak, comme je dirais. Et quand j'ai lancé le film, j'avais un peu peur de dire oh la vache, je vais regarder un film pour enfants pour bébé quoi, mais littéralement. Et en fin de compte, le film m'a fait me taire puisqu'il est vraiment assez juste et à destination de tout le monde évidemment. Alors, je trouve que la réussite du film, c'est d'avoir du coup ce ton et cet air visuel très très enfantin. En fait, c'est un film qui vulgarise entre guillemets des sujets graves pour les petits, c'est-à-dire comme tu t'as pu l'évoquer, ça parle de gens qui sont expulsés, de gens dont leurs familles vont en prison, mais il y a aussi un des personnages qui a subi des attouchements par son père, je crois, qui est dans l'orphelinat. Donc le film aborde des sujets très très graves avec un ton très enfantin, ce qui permet de les rendre assez universels, sans pour autant dédramatiser ces choses-là, même si il y a quelques petits, il y a de l'humour qui est fait aussi via un personnage dont j'ai oublié le nom, mais qui est un peu la petite teigne du groupe, en tout cas au début du film. Et c'est un film qui est vraiment tout mignon, tout sympathique. Regardez, moi j'ai passé vraiment un excellent moment devant. En plus, comme tu as dit, ça dure qu'1 heure, on voit vraiment pas le temps passer devant. Et même si ça parle de quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire des enfants dans un orphelinat, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez universel. Genre, je pense par exemple, comme tu l'as évoqué, la scène où ils partent à la montagne. Alors bon, moi j'ai jamais fait de classe de neige, mais je pense que ça peut évoquer des souvenirs universels pour tout le monde. On est tous déjà partis s'entraîner en classe de neige ou avec l'école, d'en faire des voyages comme ça avec ses amis quand on était petit. Et là, ça évoque quelque chose d'assez universel. Le film est vraiment très réussi. Je m'attendais pas. Après voilà, je partais avec des préjugés sur ce que je pensais être le cinéma de Claude Barras. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien quoi, clairement. Après le film est co-scénarisé par Céline Sciamma, peut-être que ça joue dans sa justesse, dans son ton, je sais pas, mais voilà, en tout cas, je recommande fortement Ma vie de courgette. Je crois que je vais aller dans ce même élan positif. Alors, Claude Barras, par contre, je le connaissais déjà et j'avais énormément d'attentes, plus que d'a priori, étant donné les retours dessus, et sachant que j'avais eu l'occasion de l'interviewer pour son dernier film Sauvage, qui est sorti il y a peu en Blu-ray, en DVD. Et justement, je trouve que Ma vie de courgette va effectivement dans cette fausse légèreté vraiment aborder quelque chose qui est très, encore une fois, on est dans quelque chose qui est très cru, très honnête, dans cette représentation d'orphelinat, qui n'hésite pas à rester dans une fausse légèreté d'enfant, mais en conservant effectivement cette dramaturgie assez forte. Et c'est assez intéressant de voir à quel point la technique n'hésite pas à être aussi inventive. Je pense ici aussi la scène du train fantôme qui effectivement a cette légèreté et en même temps qui donne envie de s'interroger justement sur comment il a couplé les techniques. Alors ici, j'avais eu l'occasion donc d'interviewer ce réalisateur pour Sauvage et qui disait que justement sur Ma vie de courgette, c'était un peu compliqué parce que c'était une façon de travailler qui était mise en place
et qui justement s'est adapté au fur et à mesure. Il y avait un peu cet aspect découverte aussi sur le format long métrage et justement comment gérer la technique à un certain rythme, ce qui fait que le second Sauvage était bien plus facile. C'était une expérience bien moins éprouvante pour lui, mais en même temps, je trouve que Ma vie de courgette est quand même un film qui, effectivement, qui d'une certaine simplicité d'apparence parvient à ne jamais annuler sa gravité et avoir en même temps cette approche de la stop motion qui est très lente et très appliquée. Et disait en interview justement que ce qu'il aime dans la stop motion, c'est l'aspect artisanal et le fait que finalement, dans une société qui appelle à la rapidité, la stop motion pousse à la lenteur, à l'application pour justement mettre en avant sa technique, mais le tout dans quelque chose qui est très vivant, qui est très solide. Et pour moi, ça appuie bien justement la pertinence de la technique sur un film comme ça, qui émotionnellement est très chargé, qui aurait pu tomber dans quelque chose assez lacrymal, assez larmoyant. Finalement, conserve toujours une justesse, en même temps, cette honnêteté d'enfance, cette franchise dans le regard. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de voir Ma vie de courgette citée dans cette vidéo. Alors, je suis pas aussi emballé que vous, même si c'est pas un film que j'ai trouvé inintéressant. Je pense que pour le coup, c'est un peu l'inverse de Kubo, c'est-à-dire que c'est un film qui m'a davantage touché par son histoire que par sa technique de stop motion, que je trouve finalement très classique, voire au point de me questionner en voyant le film sur l'intérêt réel de la stop motion. Je crois que le livre dont on s'est tiré a déjà une couverture un petit peu dessin animé, enfantine, en tout cas c'est ce que j'avais cru voir à l'époque. Je suis pas sûr de la pertinence de la stop motion pour ce type de film, surtout vu ce que ça raconte. Et puis contrairement à Elric, moi c'est plutôt l'inverse, je pense que le scénario de Céline Sciamma fait que, en effet c'est un peu juste, mais que je trouve ça quand même... ça me plaît quand même beaucoup moins que si ça avait été quelqu'un d'autre peut-être au scénario et à l'histoire. Dans le sens, c'est pas une réalisatrice que j'idolâtre ou que j'apprécie plus que ça, mais voilà, ça reste un beau film qui arrive d'une manière un peu enfantine et c'est peut-être là où, en effet, on peut rejoindre le côté stop motion, le côté peut-être un petit peu enfantin que ce genre de mise en scène et de stop motion peut apporter. Arrive à traiter de sujets graves et ça, là-dessus, c'est vraiment réussi. Et c'est vraiment bien fait. C'est ce qui m'a le plus plu dans le film, d'ailleurs, à l'époque. C'est vraiment tous les sujets peut-être plus profonds qu'il arrive à aborder et qui en fait un film très très bien écrit, malgré quelques erreurs que je pense venir possiblement de Sciamma, quelques clichés qu'on aurait pu éviter. Oui, peut-être qu'il y a certains clichés, notamment, d'ailleurs, Elric l'a mentionné, je pense au personnage de celui qui a un petit peu la tête brûlée, celui qui veut un petit peu faire son grand, en fait. Mais d'un autre côté, ce personnage-là, il est complètement désamorcé par une certaine, pareil, une certaine tendresse, qu'il cache au fond de lui. On connaît un petit peu aussi ces personnes qui, derrière une certaine agressivité, montrent en fait, on va dire, un mal-être qui est trop profond en eux et qui sont obligés de contrebalancer, pour ne pas montrer leur faiblesse, entre guillemets, par une certaine agressivité. Et malgré tout, il y a vraiment une réplique, même alors qu'on pense que c'est toujours on va dire le petit con de la bande, il y a une réplique qui est vraiment, et qui est dans la bande-annonce, qui est vraiment, moi, qui m'avait foutu par terre, où il dit un truc du genre, il n'y a plus personne pour nous aimer. C'est vraiment une phrase d'enfant en plus. C'est vraiment une phrase qu'un enfant dans un orphelinat pourrait prononcer. Les enfants ont souvent cette manière de dire des choses très graves avec un ton presque un peu naïf, avec un ton un peu léger, et c'est hallucinant. Moi, cette phrase-là, comme je dis, elle m'a foutu par terre, d'autant qu'en plus elle est réutilisée à la fin du film pour contrebalancer ce que justement ce personnage qui s'appelle Simon, ce que Simon dit en fait, non, c'est pas vrai, t'es pas tout seul, il n'y a pas personne pour t'aimer en fait. Effectivement, il y a toujours des gens, t'as rencontré d'autres enfants, des enfants qui seront tes amis, et d'ailleurs, on le sent bien que finalement, d'un côté, il s'est vachement attaché à Courgette, parce que quand Courgette, je spoil un petit peu, il s'avère que Courgette quitte l'orphelinat à la fin du film, du coup, il a un mal-être. Il a un côté, un côté où Courgette lui manque et il n'ose pas le montrer. Encore une fois, il lui dit allez, maintenant, va-t'en. En gros, t'as de la chance, profites-en, va-t'en, ne reste pas avec nous, ne reviens jamais, quoi. Et c'est assez touchant. Et il y a beaucoup de choses. Il y a aussi ce côté avec quand il y a la tante du personnage de Camille, qui est une fille qui vient après Courgette, qui arrive après Courgette à l'orphelinat, ou avec sa tante qui part à pas du gain, en fait, certainement, j'en sais rien, moi, les allocations, ou je sais pas trop ce qu'on donne quand on décide comme ça de garder un enfant. En fait, elle ne veut garder Camille que pour ça. C'est une personne qui est mauvaise, c'est une personne qui est violente, peut-être même, je crois que c'est
plus ou moins évoqué. Et en fait, il y a toute une séquence où ils essayent de faire un peu comme si c'était un film de braquage où ils préparent un espèce de truc enfin, c'est un piège en gros pour empêcher Camille d'aller chez cette personne qui lui veut du mal. Et d'ailleurs, le personnage de Camille qui est assez intéressant parce que là où Courgette finalement arrive dans le film et traite presque le film et l'orphelinat un peu comme plutôt quelqu'un qui subit les choses. Et d'ailleurs, on ressent énormément, je trouve, ce mal-être qu'il a quand il arrive à l'orphelinat. Camille, au contraire, on a presque l'impression qu'elle débarque, c'est une colonie de vacances et elle essaye un petit peu de bousculer en fait tous ces personnages-là qui sont là et qui ont tous du mal. T'as parlé Elric, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, cette fille qui se fait à l'orphelinat et qui s'est fait attoucher par son père, qui du coup est un personnage qui est très réservé, très elle est prostrée assez régulièrement, elle a une grande frange qui lui traverse le visage et genre Camille, la première chose qu'elle fait quand elle la voit, c'est qu'elle lui met la frange derrière l'oreille. C'est ce genre de petits détails, genre elle est là en fait pour bousculer, c'est presque comme une sorte d'ange gardien en fait qui débarque à l'orphelinat et qui malgré tout aussi elle a ses problèmes. Je veux dire, on découvre pourquoi elle est là. Pareil, il y a toute une séquence qui est assez drôle de comment les enfants vont découvrir pourquoi elle est là. Et c'est une séquence qui, quand tu sais pourquoi elle est là, pareil, ça fait froid dans le dos. Encore une fois, en fait, tous les enfants, il n'y a pas un enfant qui est là sans qu'il s'est passé un truc vraiment très très grave. Et l'histoire de Camille est assez folle et on sent que elle est là, elle aussi, elle a ce côté. C'est quelque chose qu'on voit aussi assez régulièrement chez les personnes qui ont du traumatisme, c'est qu'elles se suroccupent et elles essayent d'aider les autres pour cacher leur propre mal-être. Et il y a un moment où justement le personnage de Camille n'est plus à l'orphelinat, sans trop en dire, et du coup tous les autres enfants en fait reviennent en arrière. C'est-à-dire que sans ce personnage-là qui était là pour les faire un petit peu aller de l'avant vis-à-vis de leurs différents traumatismes, et une fois qu'elle est partie, ils reviennent un petit peu en arrière. Et voilà, c'est des scènes qui sont encore une fois, je trouve très bien écrites, très bien montrées. Et puis effectivement, c'est beaucoup moins foisonnant visuellement que les 3 films qu'on a parlé précédemment. C'est beaucoup plus épuré, certainement plus par manque de moyens ou manque de temps, mais il y a quand même des petits détails de mise en scène, des petits détails dans les décors qui sont vachement touchants. Je pense notamment à c'est un petit, comment expliquer, c'est un petit panneau avec marqué la météo de l'humeur des enfants, et donc il y a plusieurs choses, il y a le grand soleil, le soleil nuageux, l'orage quand ils vont pas bien, etc. Et donc il y a une colonne par enfant, et chaque enfant doit au début de la journée ou au fil de la journée mettre là où il se sent en fait, comment il se sent dans la journée, sans forcément avoir à l'exprimer verbalement. Et c'est pareil, c'est ce genre de petit détail qui est vraiment touchant, sachant que ce petit panneau change au fil du film quand on fait vraiment attention, parce qu'il est situé dans la chambre des enfants, et donc il est dans le décor, mais il change assez régulièrement dans le film pour montrer que voilà, chaque enfant a une humeur qui change au fil du film. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure, sauf si vous avez autre chose à dire sur ma vie de Courgette. C'est vraiment, si je l'ai choisi, c'est parce que tout de suite ça m'est venu comme une évidence. C'est le film qui m'a le plus bouleversé en stop motion que j'ai vu de ma vie. Et puis je finirai, puisque tu l'as évoqué, Liam, sur Sauvage, que j'ai trouvé un peu moins touchant, mais qui est vrai, pour le coup, est beaucoup plus foisonnant visuellement et beaucoup plus long. On sent que ça fait le deuxième long métrage qui se veut un petit peu plus costaud. Ça m'a un petit peu moins touché, mais c'est quand même un super film malgré tout, et je conseille Sauvage, qui est qui est peut-être un peu moins bon quand même malgré tout, mais qui est vraiment sympa quand même. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur tous les films dont on voulait parler. On va vous conseiller d'autres films en stop motion juste maintenant, et je vais laisser le premier qui veut parler, qui veut conseiller un autre film en stop motion. Moi, vas-y, je veux bien. Comment dire, on a évoqué du coup plutôt dans l'épisode Mad God de Phil Tippett. Moi, j'aimerais évoquer un film qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle Junkhead, qui est un film japonais fait en stop motion par un seul gars chez lui, un film complètement fou, qui est dans un univers très glauque, très bizarre, un peu comme Mad God, espèce de film science-fiction chelou. Et voilà, c'est un film que je recommanderais. En plus, il me semble que la suite ne devrait pas tarder, donc j'attends ça avec impatience. Moi ici, un film avec lequel j'ai beaucoup hésité pour parler, c'est Anomalisa, réalisé par Duke Johnson et Charlie Kaufman, qui suit l'histoire d'un homme tout à fait normal qui voit les mêmes visages dans toutes les personnes jusqu'à ce qu'il parte en voyage d'affaires et tombe sur une femme de Melissa, dont il tombe instantanément amoureux. C'est un film qui est marqué par toutes les obsessions de Charlie Kaufman. C'est une représentation également du syndrome de Fregoli, qui fait que justement on voit les mêmes visages encore et encore chez d'autres personnes, qui n'hésitent pas à utiliser la stop motion de manière
réussi, évidemment, mais surtout de manière effrayante, notamment dans une séquence de cauchemar qui part de quelque chose d'assez burlesque et qui utilise les limites de la technique dans un résultat qui est qui arrive à effrayer, mais en même temps, justement, à se justifier émotionnellement. C'est un film triste, amer, qui a peut-être l'une des scènes de sexe les plus réalistes qui soit. Et franchement, c'est une pépite dont on ne parle pas assez. Et voilà, j'ai hésité entre Kubo et l'armure magique et Anomalisa. À mon avis, Anomalisa, ce serait pour si on fait un épisode 2 de la stop motion. Et là encore, il faudrait trouver un moment pour me faire taire. Donc j'arrête ici. Anomalisa de Charlie Kaufman et Duke Johnson. Une pépite à découvrir. Absolument. Alors, je vais faire un peu mon chieur. Je vais en proposer, disons, les deux rapidement. Déjà parce qu'on en a parlé avec Elric, mais je crois pas qu'on ait donné titre les possibilités du dialogue de Svank Major, qui est assez exceptionnel. Vraiment à voir, je vais pas déblatérer plus que ça, il dure 12 minutes, vraiment allez le voir, foncez dès la fin de la vidéo, vous regarderez le reste après, c'est assez exceptionnel. Et puis un petit coup de cœur tchécoslovaque, vu qu'on en parle depuis le début, Le songe d'une nuit d'été de Jiří Trnka, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Alors Trnka c'était R-N-K-A, je sais pas exactement comment ça se prononce, bref, et qui est une adaptation de Shakespeare absolument magnifique des années 50, 1959, et qui est juste incroyable qu'on puisse faire ça déjà dès l'époque, avec des très très belles scènes, très poétiques, et des personnages qui font vraiment petites poupées et qui sont très mignons, vraiment à voir absolument. Ok, moi de mon côté, je comptais parler de Junkhead, donc merci Elric de l'évoquer avant moi. Pour information, la suite de Junkhead qui s'appelle Junk World vient de sortir au Japon, ça doit faire 15 jours je crois qu'il est sorti au Japon, donc j'espère qu'il va pas trop tarder à arriver en France, j'espère surtout qu'il est trouvable. Et du coup je vais mentionner un autre film en stop motion qui est australien cette fois et qui est du réalisateur Adam Elliott, qui s'appelle Mémoire d'un escargot. C'est un film assez touchant, on est entre le film pour enfants, mais on est quand même dans quelque chose de pareil, d'assez glauque, d'assez macabre. Ça va parler de pas mal de choses qui sont assez tristes. Ça va parler d'abandon, ça va parler de meurtre, ça va parler de manipulation, de grossophobie. C'est un personnage de femme qui se fait vraiment tournebouler par les événements, qui en prend plein la gueule. C'est assez touchant. Et puis je l'évoque parce que c'est un film donc d'Adam Elliott, qui est australien, qui a fait pas mal de films en stop motion, donc en Australie. On évoque assez peu l'Australie en dehors de George Miller, donc voilà, Mémoire d'un escargot, super film. On peut conclure là-dessus sur cet épisode sur la stop motion. Évidemment, on a brassé, c'est pas du tout une liste exhaustive, vous vous en doutez, on a fait de la stop motion un peu partout. Il y a même des moments qui, c'est parfois juste des petits moments de stop motion qui se retrouvent dans des films. Il me semble même, Arthur confirmera ou infirmera d'ailleurs, que dans Death Stranding 2, il y a un petit personnage qui est animé de manière saccadée, qui pourrait un petit peu faire penser à la stop motion, qui n'en est évidemment pas puisque c'est un jeu vidéo. Et qui est joué par Fatih Akim, donc grand réalisateur au passage. Oui, et effectivement. Et voilà, donc c'est vraiment un genre qui est très réputé, qui est très connu. Il y a énormément de réalisateurs qui continuent d'en faire. J'ai dit, Mémoire d'un escargot est sorti cette année. On a fait un épisode de Wallace et Gromit sur le dernier Wallace et Gromit qui est sorti, qui est sorti cette année. Donc c'est pas un genre qui est mort, c'est un genre qui continue d'exister, qui existe peu, qui est quand même quelque chose d'assez de niche, je pense. On est sur quelque chose qui est entre le live action et l'animation. En plus, c'est vraiment un genre vraiment assez particulier, qui est un petit peu la jonction entre les deux. C'est un genre qui est vraiment passionnant à regarder. C'est un genre que j'aime beaucoup. Il existe des tas et des tas de courts-métrages sur YouTube, des trucs un peu plus amateurs aussi en stop motion qui sont assez fascinants à regarder. Et voilà, on fera peut-être un épisode 2 comme l'a mentionné Liam. Après, il y a énormément d'épisodes 2 qu'on pourrait faire. On avait déjà fait sur les films muets, donc évidemment, on pourrait peut-être même faire les films muets en stop motion, allez savoir, on ne sait pas. Mais voilà, vous avez ces 4 films, vous avez toutes les recommandations qu'on a fait au long de l'épisode et les suggestions qu'on a fait en fin d'épisode. On vous laisse pour ce soir, on se retrouve très bientôt pour discuter de la trilogie qui n'en sera bientôt plus une, 28, 3 petits points plus tard, réalisée entre autres par Danny Boyle. Et on vous laisse sur petite musique. Bonne soirée, bon courage pour la canicule, pour ces grandes chaleurs, et à la prochaine. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra.
Le vent